peu difficile d'intervenir de cette façon, compte tenu de la qualité des interventions précédentes, de la qualité des débats. Je vais quand même m'y risquer, mais parce qu'effectivement, d'une certaine façon, ça me fait plaisir de lancer une controverse à partir de la question de l'usine Alteo de Gardanne, qui, comme vous le savez, est l'usine qui exploite et fabrique l'alumine depuis un certain nombre d'années. Alors, c'est un sujet qui est un petit peu complexe et je voudrais essayer de vous présenter d'une part l'historique général, d'une part de la fabrication d'alumine et d'aluminium, puisque les deux constituent une filière industrielle qui est complètement intégrée, d'une part. On verra que cette histoire-là est tout à fait liée avec l'histoire que l'on a vue, qui a été présentée concernant la déferlante néolibérale. Ça s'intègre tout à fait bien. Alors, la question spécifique qui va se poser, c'est une question relative aux déchets produits. Alors, il y a plusieurs problèmes. D'une part, cette filière-là est une grosse consommatrice d'énergie, d'une part, et d'autre part, c'est une filière qui est assez polluante aussi. Et du coup, la question se pose, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à avoir ce type de production? Alors, on va y revenir. Alors ensuite, ce que je voudrais faire, c'est essayer d'expliquer de quelle façon, dans une situation de ce type-là, de quelle façon le politique peut prendre une décision. Donc je voudrais essayer d'expliquer comment s'est prise la décision politique de poursuivre l'activité de l'usine Alteo et parallèlement, en même temps, de quelle façon les citoyens peuvent s'emparer de ce genre de sujet qui est malgré tout assez complexe. Puis pour finir, peut-être évoquer quelques pistes que l'on pourrait mettre en œuvre si on souhaitait avoir des décisions citoyennes concernant la transition énergétique, la transition écologique par exemple. Alors, je parle de ça parce qu'effectivement, j'ai pas dit, mais je préfère le dire pour que ce soit clair et que tout le monde comprenne d'où je parle. Je suis, disons, membre de la commission écologie du parti de gauche et donc nous avons un peu comme ligne directrice la transition écologique. C'est en gros la personne qui a été à l'œuvre là-dedans, c'est Corinne Morel-Darleux qui a été intervenante hier. Et donc, si vous voulez, ça s'intègre dans ce cadre-là, donc dans une vision politique de changement de ce type. Et donc, ça vaut débat et je suis sûr qu'il y aura controverse et que là-dessus, je vais avoir des opposants à mes propositions. Mais c'est la règle du jeu, donc je m'y plie avec volontiers. Alors, d'abord, la première question, c'est, bien évidemment, puisqu'il y a un problème de ressources énergétiques et un problème de déchets, la première des questions qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est-à-dire quel type de société on veut et là, dans la société qu'on souhaite, est-ce qu'on aurait effectivement besoin de ce genre de production? Donc, pour l'instant, sur cette question-là, je botte en touche et je préfère la laisser au niveau des débats parce que je suis persuadé que là-dessus, il y aura des questions. Donc je pose comme hypothèse que dans un temps relativement moyen terme, on continue à avoir besoin de ce genre de production et donc je vais essayer de réfléchir avec vous dans cette hypothèse-là. Donc l'histoire en question, elle démarre en fait à la fin du 19e siècle parce qu'à la fin du 19e siècle, il y a deux choses qui arrivent, c'est qu'on sait développer la fabrication d'alumine à partir de roches qu'on appelle la bauxite, qui sont dans la région située au Beau-de-Provence, mais il y en a aussi dans le Var, enfin il y a plusieurs carrières. Et donc, on sait faire ça à partir d'un procédé qui s'appelle le procédé Bayer, dont je donnerai plus de détails tout à l'heure. Et ce procédé Bayer, donc, en fait, c'est Monsieur Bayer en personne qui vient à Gardanne en fin du 19e siècle pour mettre en place les structures industrielles de l'usine qui est toujours à l'œuvre actuellement. Dans le même temps, on commence à savoir fabriquer l'aluminium. Et l'aluminium, donc c'est pareil, c'est fin du 19e siècle. Et la question qui se pose très rapidement, c'est à quel endroit implanter les usines d'aluminium, sachant que la fabrication par électrolyse est une grosse consommatrice d'énergie électrique. Et donc je dis ça pour quand même témoigner des développements industriels lors des siècles précédents. À l'époque, Péchinet donc, et ses associés ont une démarche qui est, on pourrait dire, une démarche environnementale qui consiste à dire mettons en place ces usines
le plus proche possible que l'on peut de la fabrication d'énergie électrique. Et donc il choisit pour cette raison la vallée de la Maurienne, parce qu'il y a la possibilité de fabriquer des barrages de retenue pour fabriquer de l'énergie électrique. Et donc la vallée de la Maurienne, en plus, est assez large pour implanter des usines. Donc on voit ici qu'on a une vision industrielle qui est fabriquée, comment dire, structurée par le temps long et par la volonté de faire des investissements qui ne seront pas obsolètes dans une année ou dans 10 années, mais fabriquer des barrages, c'est effectivement quelque chose qui s'imagine que dans la durée et que dans la pérennité de la structure de fabrication. Donc en gros, on va dire que en ce qui concerne les usines de fabrication d'aluminium, ça va durer à peu près un siècle. Et donc pendant cette période-là, donc on a le capitalisme industriel qui se développe, la fabrication d'aluminium qui fonctionne bien. À partir ensuite des années 1974, c'est-à-dire en gros après le premier choc pétrolier, et puis après il y a le second choc pétrolier, à ce moment-là, il y a vraiment des problèmes industriels qui se posent, d'une part, et d'autre part, comme on l'a vu ce matin, il y a le développement à outrance de l'idéologie néolibérale et des structures d'échange sans régulation qui font que effectivement, les usines asiatiques deviennent prééminentes et la structure Pechiney se trouve en grande difficulté. Donc je passe rapidement. En 1981, la gauche arrive au pouvoir et effectivement, le choix qui est fait, c'est que l'usine Pechiney va être nationalisée avec des crédits publics. Donc l'usine Pechiney va être restructurée et il va y avoir un plan effectivement de licenciement du personnel, mais première fois dans l'histoire industrielle, il va y avoir un plan de départ à la retraite pour des personnes qui n'ont pas l'âge de la retraite et donc qui seront financées à taux plein alors qu'ils n'avaient pas l'âge de retraite. Des gens qui ont 57 ans seront amenés à prendre la retraite et à être donc payés de ce fait. Alors ensuite, effectivement, à l'issue de cette période-là, Pechiney commence à se redévelopper, mais est quand même en but à des difficultés, essaye de s'en sortir en faisant des OPA sur d'autres entreprises. Enfin bon, Pechiney s'endette, ne s'en sort pas. Et qu'est-ce qui se passe effectivement ce dont il sera question, ce sera de reprivatiser l'usine. Et donc on nomme quelqu'un qui aura à charge de reprivatiser l'usine et donc de faire des plans de licenciement. L'usine est donc privatisée en 1995 et ensuite donc le mouvement s'accélère. C'est qu'on voit bien qu'on a changé d'époque. Il y a plusieurs acquéreurs successifs. Il y a Rio Tinto Alcan. Alcan c'est un des géants de la fabrication d'alumine au Canada. Ensuite, donc en 2007, Rio Tinto Alcan décide d'investir massivement en Arabie Saoudite. Alors là, on voit bien que c'est plus du tout la même logique, puisque en Arabie Saoudite, il s'agit d'utiliser la filière pétrole pour avoir l'énergie disponible, alors qu'auparavant, malgré tout, on peut dire c'était pas tout à fait la démarche de Pechiney. Et donc, Rio Tinto Alcan se désinvestit de Pechiney. Ensuite, un an après, quelques années après que l'usine soit fermée, c'est actuellement un repreneur un groupe allemand Trimé, qui reprend l'usine de Maurienne, qui produit donc actuellement l'alumine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a eu effectivement un petit peu un changement de paradigme et que l'usine Trimé, en fait, les responsables de l'usine mettent en avant une caractéristique qui malgré tout est intéressante, bien que ce soit du capitalisme, qui est qu'ils ont mis au point un procédé qui permet d'avoir une modification de la production qui fasse que cette usine-là puisse intervenir comme régulateur dans la consommation énergétique. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une phase où on manque d'énergie, la production ralentit, et lorsque l'énergie électrique disponible est maximum, l'usine peut fonctionner au maximum. Donc c'est une grande, un grand drapeau que porte le responsable de cette usine en disant vous voyez comment on est bon, on arrive à faire des choses intéressantes. Il ne faut pas négliger malgré tout, à mon avis, les choses intéressantes qui se font, même lorsque ce sont de la part de gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Alors l'histoire de Gardanne, elle est parallèle complètement à l'histoire de l'alumine, puisque Pechiney est aussi propriétaire de l'usine de Gardanne, et donc on voit que effectivement l'usine de Gardanne va changer de propriétaire, et qu'en 2003,
eh bien, l'usine de Péchiné est rachetée par Alcan. Ensuite, en 2007, c'est Rio Tinto. Et en 2012, c'est Alteo. Alteo, c'est un fonds de pension américain qui met en place cette usine de production. Donc voilà le tableau économique général concernant cette histoire de production d'alumine et d'aluminium. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que, j'ai dit tout à l'heure, le procédé Bayer qui est mis en œuvre dans l'usine de Gardanne, c'est un procédé qui est universel maintenant, c'est-à-dire que 95% des usines mondiales au monde qui fabriquent de l'alumine le font à partir de ce procédé. Il faut savoir aussi que l'aluminium, c'est le métal qui est le plus abondant dans l'écorce terrestre, et sauf qu'il n'existe pas sous forme d'aluminium, mais uniquement sous la forme d'aluminium oxydé, c'est-à-dire d'alumine, et que ensuite les rendements des différentes usines dans le monde sont variables. L'usine de Gardanne, alors là je cite une étude qui a été faite par l'Institut national polytechnique de Toulouse, enfin tout au moins par une de ses composantes, et qui cite des chiffres, à savoir que pour Gardanne, il y a à peu près 0,6-0,7 tonnes de déchets par tonne d'alumine produite, alors que la moyenne pour les usines au monde, c'est de 1,5, et que par exemple certaines usines, comme celle de Pologne, produisent 3 tonnes de déchets pour 1 tonne d'alumine. Donc voilà le tableau général dans lequel on est. Donc si vous voulez, si j'arrive à remettre de l'ordre dans mes feuilles, je vais donc embrayer sur la question des déchets, qui était quand même malgré tout la question cruciale. Donc la fabrication, donc grosso modo, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, sans être technicien, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Le procédé de fabrication d'alumine consiste à prendre un minerai qu'on appelle la bauxite, à le broyer, à mettre ce minerai dans des autoclaves, à chauffer ces autoclaves sous pression, et compte tenu de à mélanger ça dans un bain de soude. Donc le mélange de la soude à haute température fait que l'alumine qui est contenue dans le minerai est dissoute. Je dis dissoute, ça veut dire que c'est plus de la suspension, c'est dissous dans la soupe, on va dire. Ensuite, il y a un procédé de lavage qui permet donc de séparer l'alumine du reste. Et le reste, c'est un conglomérat dans lequel on a le minerai de départ, plus les adjuvants. Donc il y a un peu différentes choses, donc en particulier la soude. Et c'est tout à fait le problème que l'on a, parce qu'il y a effectivement, dans ce minerai, il y a pas mal d'autres. Il y a des métaux, il y a de l'arsenic, etc. Bon. Donc voilà le procédé. Ce qu'il faut retenir malgré tout, c'est que le procédé dissout essentiellement l'alumine. C'est-à-dire que les autres métaux, il y en a une petite partie qui est dissoute, mais essentiellement, c'est l'alumine qui est dissoute. On verra tout à l'heure pourquoi je dis ça. Donc le procédé technique consiste à séparer, à envoyer les bourouges quelque part dans la nature. Donc dans un premier temps, jusqu'en 1905, c'est sur le site même de l'usine que sont rejetés ces résidus. Et ensuite, jusqu'en 1967, les résidus sont jetés à terre à différents endroits. Donc il y a le vallon d'Encorse et le vallon du côté de Bouc-Bel-Air, qui servent de lieu de dépôt de ces déchets. Donc c'est vrai que on peut se poser des tas de questions à ce propos, à savoir, il y a d'une part des poussières qui volent, et donc qui dit poussière, il y a possibilité de contamination des individus, d'une part. D'autre part, il peut y avoir, suite aux pluies, des infiltrations dans les nappes phréatiques. Donc voilà, ce sont des problèmes qui sont réels, qui ont été débattus, qui ont été analysés. Et ensuite, à partir de 1967 jusqu'à actuellement, eh bien, les rejets se font en mer, c'est-à-dire que l'usine Péchiné obtient l'autorisation de construire une canalisation qui va partir de l'usine de Gardanne et qui va aller se déverser dans la fosse, dans le canyon de Cassidaigne, qui est situé à 8 km de Cassis. Donc on a un conduit sous-marin qui est posé sur le sol, c'est-à-dire sur le plateau qui est situé entre moins 100 et moins 300 mètres, jusqu'au bord de la faille qui, elle, va jusqu'à 2-3 000 mètres de profondeur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, entre-temps, ensuite, l'autorisation d'utiliser ce procédé de rejet avait une fin.
Et cette fin, c'était décembre 2015. Donc entre-temps, avant d'arriver à décembre 2015, l'usine Alteo a mis en place un dispositif qui vise à améliorer la qualité des rejets. Le dispositif en question est constitué d'un certain nombre de filtres presse qui compressent en fait le résidu et qui arrivent à isoler en grande partie la partie solide de la partie liquide. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu comme dans les machines à café où on mélange le marc avec l'eau, on appuie avec une presse et on sépare. Au fond, on a le marc et on a le jus qui est au-dessus. Avec malgré tout la spécificité qu'il faut quand même mentionner, c'est que du fait que le jus en question contient essentiellement l'alumine en tant que dissoute, mais qui a été séparée, les autres métaux apparaissent assez peu dans cette solution. L'essentiel des métaux sont sous forme cristalline et se retrouvent dans les boues. Voilà. Donc ça, c'est quand même important à souligner. Cependant, ce procédé, bien entendu, comme tous les procédés industriels, n'est pas parfait, mais ce qu'il faut quand même signaler, c'est que, alors que les boues rouges, si vous voulez, étaient contenus à raison de 120 grammes par litre de boue, 120 grammes solides par litre de boue, à l'issue des filtres presse, on n'a plus que 35 milligrammes. Ce qui veut dire, malgré tout, 3400 fois moins. Voilà. Donc je dis ça parce que ce chiffre, il est facile à retenir, 3400 fois moins, mais ce chiffre-là n'a jamais été cité lorsque on a eu des opposants qui se sont opposés au projet de rejet. Bon. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'entre-temps, malgré tout, sans attendre 2005, il y a eu la conférence de Barcelone qui a effectivement, ça c'était dans les années 1995, a élaboré des normes techniques de rejet de produits éventuellement nocifs dans la nature, donc que ce soit sur terre ou dans les rivières ou bien dans la mer, et que donc l'analyse des rejets liquides à l'issue de ce dernier traitement de l'usine Alteo, pour certains composants, dépasse les normes autorisées. Ça, c'est un vrai problème. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que Alteo a été amené à déposer une demande de rejet, c'est-à-dire utiliser à nouveau cette conduite sous-marine pour rejeter cette fois non plus les boues rouges, mais son effluent liquide, et qu'il a été amené à produire un dossier dans lequel il prenait un certain nombre d'engagements quant à l'amélioration de ces rejets, d'une part, et d'autre part, bien entendu, en donnant ces chiffres-là qui étaient à disposition. Le conseil d'administration du parc national des Calanques a été saisi de cette demande, et à l'issue de débats, en particulier avec le conseil scientifique du parc national des Calanques, la décision qui a été prise a été une décision, en gros, on va dire, d'accepter le projet Alteo, c'est-à-dire non pas simplement la question des rejets, mais la question du processus industriel qui était proposé, avec des garanties supplémentaires qui étaient demandées, exigées par le parc national, c'est-à-dire effectivement qu'il y ait des contrôles réels faits par des organismes indépendants d'Alteo, qu'il y ait effectivement des contrôles réguliers et que Alteo prenne des engagements précis quant à la qualité d'amélioration de ces rejets. Cela dit, cette décision a fait lever les bras au ciel de beaucoup de gens, et en particulier de notre cher ministre de l'Environnement qui a dit « je ne suis pas d'accord avec cette décision », et qui donc, je vous retrace très rapidement l'histoire, mais je pense que c'est bien d'avoir cette histoire-là en tête avant d'engager le débat. Donc la ministre de l'Environnement demande 2 expertises externes, donc de tierces expertises, l'une d'elles au BRGM, qui est le bureau de recherche géologique et minière, et qui est une société, pas une société, c'est un organisme public de recherche sur le domaine, donc qui en principe est réputé être compétent dans ce domaine-là, qui lui est chargé d'examiner l'aspect technique de la question des rejets, d'une part, et d'autre part, la ministre demande à l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité de l'environnement sanitaire, enfin, je ne sais plus, j'oublie une des voyelles, une des initiales, enfin, peu importe. Donc c'est là encore une agence nationale qui est chargée d'étudier l'aspect sanitaire des rejets. Donc en quelques mots, le BRGM étudie le projet,
il y a un certain nombre d'échanges scientifiques entre les personnels travaillant chez Alteo et les personnels du BRGM pour en conclure qu'il était possible d'examiner un certain nombre de recherches technologiques sur le sujet pour améliorer. Donc je vous passe les détails, je pourrais vous les donner tout à l'heure si vous le souhaitez, d'une part. Et d'autre part, là quand même la conclusion importante que donne le BRGM, c'est qu'à l'heure actuelle, parce que les choses vont évoluer, mais qu'à l'heure actuelle, la proposition d'Alteo, c'est la meilleure technologie disponible à ce moment-là. Cette conclusion-là est importante parce que, pourquoi ? Parce que dans les attendus des conclusions de Barcelone sur les rejets, il était précisé que justement, si les industriels étaient capables de faire la preuve qu'ils utilisaient les meilleures techniques disponibles, il pouvait y avoir dérogation aux valeurs numériques des rejets. Donc on est dans ce cadre-là. On n'est pas hors la loi, on est dans cette loi-là avec la dérogation qui a été reconnue dès le départ, parce que vous savez que, bon, effectivement, mesurer les déchets, c'est pas... il y a quand même un certain arbitraire quant à la définition des normes, des doses. En ce qui concerne l'ANSES, c'est un petit peu plus compliqué, parce que un grand nombre d'études ont été... publiées sur le sujet sanitaire, aussi bien concernant la qualité des poissons que la qualité des eaux, pour la bonne raison en particulier que d'abord dès 1995 a été mis en place un comité scientifique de suivi qui était composé de laboratoires d'universités qui étaient chargés d'analyser la qualité des eaux, d'une part. Et puis d'autre part, entre-temps, il y a eu le parc, il y a eu les aires marines protégées, donc il y a eu des dizaines de milliers de pages de documents qui ont été publiés sur le domaine, à la fois concernant l'aspect, l'aspect sanitaire et l'aspect écologique général. Donc l'ANSES a été chargé de faire une synthèse de tout ça. Et bien entendu que compte tenu de la complexité de cette situation-là, elle n'a pas pu conclure, l'enquête sanitaire n'a pas pu conclure que les consommateurs de poissons de la région méditerranéenne avaient été en quoi que ce soit contaminés. En tout cas, il n'y avait aucune différence par rapport à d'autres régions, en particulier par rapport aux poissons pêchés en Atlantique ou ailleurs. Première conclusion. Et que d'autre part, en ce qui concernait la qualité des eaux, il y avait un gradient de pollution qui était bien connu, qui allait du golfe de Fos jusqu'à Toulon, gradient décroissant, c'est-à-dire qu'à la limite, la région où se trouvent les rejets, au large de Cassis, chimiquement était moins polluée que la région de Marseille, où en particulier, il y a Corsiou, il y a Fos qui revient, puis il y a des courants méditerranéens, puisque, comme vous le savez, il y a le Mistral, il y a le Vendès, donc effectivement, tout ça se brasse, et donc il y a une grande difficulté, effectivement, à produire du résultat scientifique. Et la conclusion de l'ANSES, de ce rapport-là, c'était de dire, en gros, on ne peut pas conclure au fait que les rejets de Gardanne dans Cassidiagne auraient une incidence négative sur la flore et sur la faune. Bien entendu, compte tenu du fait que la ministre de l'écologie avait levé le drapeau et voulait marquer de son image une décision de rejet de ces effluents, elle commande une seconde enquête auprès de l'ANSES. Autrement dit, là, la commande, c'est faites-nous la démonstration qu'effectivement ces rejets ont un impact négatif. En gros, c'est pas dit comme ça, mais comme il y a une deuxième enquête, malgré tout, la première ayant été jugée défaillante, c'est ça le sens profond de cette seconde enquête. Donc, à ce moment-là, l'ANSES refait une seconde enquête. Si j'ai le temps, je donne un peu quelques détails. 5 minutes, bon, alors je donnerai peut-être les détails dans la discussion. Quoi qu'il en soit, donc cette seconde enquête produit un résultat mitigé, bien que, si on en discute tout à l'heure, j'essaierai de vous faire la démonstration qu'il y avait des biais méthodologiques qui faisaient que normalement on ne devrait pas tirer grand cas des résultats négatifs de cette enquête, mais je réserve ça pour tout à l'heure la discussion. Donc à l'issue de ça, l'autre problème majeur qui se pose, fait que moi m'a ébranlé, si vous voulez, c'est que on parle souvent du pouvoir des citoyens, ou on parle souvent des initiatives citoyennes comme étant le recours face aux multinationales, face à la pollution, face à tous les dérèglements. Oui, sauf que là, les citoyens qui se sont exprimés
Ils ont bien fait de le faire, c'est pas ça la question. Mais ils se sont exprimés sur une base d'informations qui était fausse, à savoir, moi quand j'ai débarqué à La Ciotat il y a un an, puisque j'ai aménagé, c'est là que j'ai attrapé un coup de sang, j'ai vu les banderoles qui étaient déroulées par la municipalité de La Ciotat disant non au rejet de Brouges, alors que les Brouges c'était le passé. D'accord ? Les Brouges c'était le passé et j'ai essayé de faire la démonstration que les effluents qui étaient rejetés à nouveau, d'un point de vue de la pollution, étaient 3400 fois moins actifs que les Brouges. Mais ça ne fait rien. L'amalgame était réalisé. Il était dans la tête de tous les citoyens qui étaient intéressés par la question. Effectivement, en plus sur une base sentimentale. Qui c'est qui n'aime pas les calanques? Je veux dire, quand on habite la région, tout le monde aime les calanques. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de report affectif, d'une transformation d'une question qui est une question scientifique, transformation en question affective, qui fait que comme on aime les calanques et que, bien entendu, personne ne va être d'accord avec les rejets de Brouges, tout le monde signe une pétition contre les Brouges. Mais si vous voulez, la commission d'enquête qui s'est développée, elle a effectivement rendu compte de cette réalité et si vous voulez, elle a pris position finalement pour accepter la décision de rejet des effluents en ayant, dans ses attendus cette conclusion-là qui est que la grande majorité des gens qui s'étaient exprimés contre les rejets, en fait, avaient exprimé une opinion négative contre les Brouges alors qu'il ne s'agissait plus de Brouges. Excusez-moi, je bois un coup parce que je suis très bavard. 3 minutes. Bon, donc voilà le problème qui, je trouve, voilà la question qui fait problème. La question que je me pose, c'est que si un jour on a, disons, un pouvoir de gauche qui veut prendre des décisions au niveau écologique, au niveau citoyen, qui soient admises par la majorité sur la base d'une rationalité, ben, il y a beaucoup de choses à changer, en particulier au niveau de l'information, mais pas que l'information qui circule par les médias officiels, aussi par l'information qui circule dans les blogs par des gens qui ne sont pas forcément de mauvaise foi, qui croient de bonne foi ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a lu, mais qui n'ont pas eu le temps, qu'ils n'ont pas eu la possibilité de contrôler, parce qu'effectivement, souvent, les problèmes sont compliqués. Voilà. Donc ça, c'est une question dont on débattra tout à l'heure. Quelle issue peut-on imaginer? Effectivement, on peut quand même imaginer que l'une des solutions serait que les citoyens soient correctement informés dans des débats contradictoires. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas entendre uniquement les experts d'un côté, il faut entendre aussi les experts qui ont une autre voix, que chacun des citoyens, même sur les sujets sur lesquels ils n'ont aucune compétence, puisse exprimer un avis pertinent sur la question, c'est-à-dire on en veut ou on n'en veut pas. Ça, c'est la première condition. La seconde condition, c'est aussi que la démocratie ne s'arrête pas aux portes des entreprises, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des entreprises concernées, effectivement, les employés, les ingénieurs, les techniciens qui sont parfaitement au courant de ces techniques-là puissent émettre un avis, mais émettre un avis pas avec le couteau sous la gorge, émettre un avis parce que ce sera la règle qu'ils puissent émettre librement un avis, justement avec comme finalité d'améliorer les processus. Ça, c'est le second point qui me semble complètement important. Ensuite, effectivement, il y a des tas d'autres problèmes qui se posent. On ne va pas tous les énumérer, mais effectivement, si on imagine une société dans laquelle certaines entreprises, comme ça, sont contraintes d'améliorer leur processus de production de façon à polluer le moins possible la planète et disons, le moins laisser de traces possibles, être le moins extractiviste possible, etc. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire du système global dans lequel on est, qui est qu'effectivement, elle se trouve en concurrence avec d'autres entreprises qui ne seront pas forcément soumises aux mêmes contraintes. Donc la question qu'il faut quand même aussi se poser, c'est comment, si on a un jour la possibilité de prendre des décisions politiques, comment peut-on régler ce problème-là? Est-ce que ça peut être, c'est une question, par le biais d'un protectionnisme écologique et solidaire, par exemple, qui consisterait à dire, ben voilà, on établit une règle qui est que, effectivement, les entreprises qui ont des procédures de production extrêmement néfastes pour l'environnement, on essaie au maximum de les écarter des procédures de consommation, ne serait-ce qu'en les taxant fortement, de façon à ce qu'éventuellement on puisse faire un pot commun qui sert ensuite à améliorer les processus. Donc, on peut imaginer
des choses comme ça. On peut enfin aussi imaginer que, au lieu que les sociétés productrices soient toutes mises en concurrence, y compris sur des sujets de ce type-là, on pourrait imaginer qu'il y ait des grands programmes de collaboration, de telle sorte qu'il puisse y avoir, y compris des financements externes, pour favoriser des recherches, pour effectivement avoir des procédures de dépollution qui satisferaient tout le monde et qui profiteraient à tout le monde, y compris aux entreprises qui auraient participé.